Je m'installe à mon tour avec plaisir dans cette maison chaleureuse, avec une profonde envie de partager des récits de vie bouleversants. Pour découvrir des itinéraires inspirants. J'étais enceinte. Il y a une petite boule au niveau de la poitrine qui me gêne. Et le radiologue me dit clairement, vous avez un cancer du sein. Ça a été un peu un coup de massue, là. Mon bébé, qu'est-ce qu'il va devenir? Est-ce que je lui ai donné ce cancer? Je portais la vie et je portais la mort en même temps. Mais aussi pour mieux comprendre ces parcours de vie hors du commun, grâce à celles et ceux qui ont aidé mon invité à franchir les obstacles et à grandir. C'est une battante, je l'ai toujours connue comme ça. Et moi, je suis admiratif de ça parce que justement, je me dis, est-ce que moi, j'aurais été capable de réagir comme elle aurait réagi? Une occasion pour chacun d'entre nous de partager 1001 vies. Mais à cet instant précis, j'ignore encore tout des émotions que je vais vivre ce jour-là. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je reçois Mélanie. À 32 ans, cette jeune coiffeuse vivait un bonheur parfait jusqu'à ce qu'on lui diagnostique un cancer du sein alors qu'elle vivait son 6e mois de grossesse. Au milieu de ce cocktail d'émotions où la vie et la mort se côtoient, Mélanie, elle, a choisi de garder le sourire. Et je n'ai pas résisté à l'envie de vous présenter sa personnalité rayonnante. Bonjour. Bonjour Sophie, merci de m'accueillir. Merci à vous de venir nous voir. Merci. Savoir entrer. Nidjet, Mélanie. Enchantée. Entrez, mettez-vous à l'aise. Merci. Je suis ravie de rencontrer la jeune maman combative, comme mignonne. Merci à vous de m'accueillir. Vous gardez le manteau? Oui, je vais garder mon petit gilet parce que je suis sortie de chimio hier. Et... Ça va? Ça va aller? Ça va aller. Vous voulez un café, un thé, un jus d'orange? Je voudrais bien un café. Un café. Merci. D'accord. C'est la combienième séance? 22e depuis l'annonce du cancer. Vous allez nous raconter tout ça, ce parcours incroyable, ce moment où l'on côtoie le pire et le meilleur, l'arrivée d'un enfant, l'annonce d'une maladie grave. Pourquoi c'était important de venir témoigner chez nous aujourd'hui? Pour vraiment sensibiliser encore plus et pas sensibiliser à partir d'un certain âge, mais vraiment au plus jeune possible. Oui, c'est-à-dire qu'on pense toujours que le cancer ne concerne que les femmes après 40, 45 ans, 50 ans. Vous voulez dire le contraire, vous? Je veux dire le contraire, absolument. Mélanie, vous allez nous raconter tout ça. Vous allez nous donner beaucoup d'espoir aussi pour certains qui se battent aujourd'hui. Pour préparer ce rendez-vous, je vous ai demandé de vous pencher sur vos photos familiales, vos souvenirs, et d'en choisir quelques-unes qui illustrent bien votre parcours. Je vais vous laisser aller les regarder et puis on se retrouve après. Merci. À tout de suite. À tout de suite. Spend all your time waiting for that second chance, for a break that would make it okay. There's always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction. Oh, beautiful release. Memories seep from my veins. Let me be empty. Oh, weightless, and maybe I'll find some peace tonight. In the arms of the angel, fly away from here, from this dark, cold hotel room, and the endlessness that you fear. Some comfort here. Pourquoi ce gros soupir? Parce que je suis heureuse. Je suis heureuse d'être tombée dans une famille aussi formidable que la mienne. Une famille très proche de vous, qui vous soutient, qui vous aide au quotidien. Vous allez nous dire tout ça. Quand vous voyez cette très jolie jeune fille, là, elle a quel âge, cette jeune fille?
9 ans. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Sois encore plus heureuse. Épanouis-toi encore plus. C'est ce que vous a appris la maladie, Ouais. de profiter de l'instant? De l'instant, de chaque minute, de chaque journée. Mélanie grandit avec ses 2 frères à Douai, près de Lille, dans les années 80. Élevée par des parents fous d'amour l'un pour l'autre, le quotidien est joyeux et chaleureux, même s'il ne roule pas sur l'or. De son côté, Mélanie n'a qu'une idée en tête, que ses poupées soient impeccablement coiffées. Enfant déjà, elle veut être coiffeuse. Dès toute petite, je coiffais mon petit frère tous les matins avant d'aller à l'école. Donc c'était déjà là. Alors cette idée, vous l'avez gardée, vous avez été tenace. À la fin de votre 3e, au moment de choisir votre orientation, vos parents auraient bien aimé que vous continuiez vos études. Mais vous avez fait la grève de l'école. Voilà, je ne travaillais plus. Je voulais pas continuer déjà les études, je voulais vraiment apprendre un métier. Donc j'ai fait la grève. Et vous avez eu gain de cause. J'ai eu gain de cause. Mes parents ont craqué. Donc on a fait salon par salon pour trouver un contrat d'apprentissage. J'ai eu la chance de trouver un contrat à côté de chez moi. Et donc, vous commencez votre métier dans ce salon. Et puis, vous avez 21 ans lorsque vous faites une rencontre qui va compter pour vous. Ouais. Comment ça s'est passé? Ça s'est passé par téléphone déjà. On s'était réunis entre amis et puis j'ai pris le téléphone d'un ami. J'ai pris le premier numéro de téléphone qui me tombait. J'ai appelé Mickaël et Mickaël est venu. Mais comment ça? C'est comme ça que vous invitiez vos copains pour la soirée? C'est comme ça qu'on invitait nos copains. Au hasard, en Au hasard. prenant des numéros. Voilà. Et voilà. Il est venu et là ça a été une évidence. Quand je lui ai ouvert la porte, avec ses grands yeux bleus, c'était lui. C'était une évidence, c'était Mickaël. Ah, vous avez eu un coup de foudre radical. J'ai eu des papillons dans le ventre comme j'ai jamais eu pour quelqu'un d'autre. On était tout le temps côte à côte. On cherchait du regard, tactilement aussi. Et après, l'heure de rentrer chez soi, il s'est avancé pour faire un premier bisou. Et il s'est pris un gros vent, on peut dire. Ouais. Pourquoi? Pas le premier soir. Ah, jamais le premier soir. Non, du tout. Ce sont des principes familiaux. Voilà, exactement. Vous étiez sûre qu'il vous rappellerait? Oui. Il l'a fait? Dans l'heure qui suivait. Ah bon? On a passé toute la nuit à s'envoyer des messages. Vous l'avez revu vite? Une semaine après. C'est lui qui vous a recontacté? Oui. Il est venu devant chez moi en voiture. Oh, avec son cheval blanc? Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là? Un gros bisou. Et on a vraiment appris à se connaître, mais c'était une évidence. On avait l'impression qu'on se connaissait depuis des années. Mélanie et Mickaël sont très vite inséparables. Ils sont faits pour être ensemble, impossible de résister. Rapidement, ils emménagent tous les deux et comme une évidence, la petite Maëlys entre dans leur vie. Une vie de bonheur simple unit la famille, que seule Maëlys vient joyeusement troubler. Maëlys s'inquiète de voir sa maman ne pas porter le même nom que son papa. Ah oui. Alors, elle a 6 ans quand elle vous dit ça? Elle a 6 ans. Elle me posait plusieurs questions. T'aimes pas mon papa? Pourquoi tu t'appelles pas comme nous? Bah non, c'est parce que j'ai encore le nom de jeune fille, on n'est pas mariés. Bah pourquoi tu te maries pas? Bah... Et alors là, vous commencez à y penser? Là, on y passe sérieusement, oui, parce que Maëlys... Maëlys voulait que ses parents se marient, qu'on porte tous le même nom de famille. Et je vous le voulais au fond de moi-même aussi. Alors, qu'est-ce qui se passe? La demande est venue. Consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Mickaël Pielgrim? Oui. Donc, ça a été un mariage en bonne et due forme. Un jour particulier? Le 14 février 2014. Le jour de la Saint-Valentin. Et Maëlys, elle a participé au mariage? Ah oui, elle nous a ramené nos alliances. Elle nous regardait, elle nous assistait, elle était tout le temps à côté de nous, entre nous deux. Donc, ouais. J'imagine que le bonheur était parfait à ce moment-là? Ouais. Et puis, vous avez envie d'un autre enfant. Mais ça vient pas tout de suite. Ça ne vient pas, non.
Pour nous, ça venait pas, fallait plus y penser et puis on passait à autre chose. Et c'est comme ça, quand on lâche prise, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, je tombe enceinte. Ben, vous êtes tombée enceinte quand? Le 6 novembre 2015, Et le c'est jour de quel mes jour 32 ans. Le jour de votre anniversaire. Ouais. J'ai su que j'étais enceinte. C'est un beau cadeau. Hein. Comment vous l'annoncez à votre mari? Il était dans la salle à manger. Je lui annonce, je dis, écoute, je suis enceinte. C'est pas vrai, tu me fais une blague. Non, ça y est, c'est bon. Bon, assis-toi. Il a tout de suite été aux petits soins avec moi. Alors donc c'est un grand bonheur, j'imagine que vous l'annoncez à votre famille et à Maëlys, vous l'annoncez tout de suite? Non, on lui a dit le jour de Noël. Elle a eu un cadeau par le Père Noël, donc une grosse boîte, et dedans il y avait plein d'accessoires de bébé, notamment un t-shirt où c'était écrit « Je serai bientôt une grande sœur ». Elle a compris tout de suite? Elle a tout de suite compris. Elle en revenait pas. Elle était heureuse. Oh, très heureuse, très très heureuse. Donc vous faites l'échographie, celle qui détermine le sexe du bébé, et vous découvrez quoi? C'est un petit garçon. Là, c'est extra, parce que c'est ce qu'on voulait. Et comment vous vous sentez, vous, à ce moment-là? En pleine santé. Sauf qu'il y a quelque chose qui vous inquiète. Ouais. Il y a une petite boule au niveau de la poitrine qui me gêne. Quand je porte justement un soutien-gorge, donc... Au niveau de l'armature? Ouais, quelque chose de gênant. Je me dis, c'est les hormones. Hein. Vous en parlez quand même à Oui, votre j'en parle. gynéco? J'en parle. Le premier mois, ma gynécologue, qui c'est rassurante aussi, me dit c'est les hormones. On va pas s'alarmer. Médecin traitant aussi, on ne m'inquiète pas plus que ça. Et le mois passe et la douleur, une douleur arrive et le sein commence à gonfler un peu plus. Donc là, on décide de faire une échographie. Lorsque le corps parle, il faut savoir l'écouter, et Mélanie avait vu juste. Cette boule n'a rien de normal. Les examens s'enchaînent, échographie, biopsie, jusqu'au jour où son radiologue demande à la voir en urgence. Et là, vous vous inquiétez? Oui, je m'inquiète. Je sens qu'il y a quelque chose. Je suis inquiète. Je suis pas. Vous pensez à quoi, précisément? À mon bébé. À mon bébé. Je me dis, mais s'il me trouve quelque chose de grave, comment va se poursuivre ma grossesse? Comment mon bébé... Est-ce que vous pensez au cancer? Vous allez jusque-là dans vos pensées à ce moment-là? Non. Donc Pour ça moi, pouvait être quoi, quelque chose de grave? qu'il fallait m'opérer parce que les canaux laiteux étaient bouchés ou c'est ça. quelque chose comme ça. Pour vous, quelque chose de grave, c'était ça. C'était ça. Avec qui vous y allez? J'y vais toute seule. Parce que mon mari est au travail. Mais entre-temps, j'ai appelé ma maman, qui m'a rejoint une fois l'examen terminé. Bon, donc là, on vous fait l'examen, votre maman arrive. Vous êtes dans quel état psychologique? Ma maman m'a retrouvée avec les larmes aux yeux parce que ça m'avait fait mal. Donc, elle m'a rassurée que ça allait aller, qu'il fallait pas que je m'inquiète. Mais bon, on était inquiètes déjà toutes les deux. Bah oui, j'imagine qu'elle devait être super inquiète, elle aussi. Ouais. Très. Encore plus que moi, je pense. Bien sûr. Et le radiologue est arrivé. Donc, il s'assoit à côté de moi et me dit clairement, je suis désolée, mais c'est la première fois que je vais annoncer ça à une femme enceinte. Vous avez un cancer du sein. Donc, ça a été un peu un coup de massue, là. Là, j'ai pas trop suivi ce qui se passait parce qu'il y a des idées qui se sont passées. Mais mon bébé, j'ai un cancer, mais mon bébé, qu'est-ce qu'il va devenir? Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce qu'il va devenir? Est-ce que je lui ai donné ce cancer? Le radiologue, très très gentil, m'a rassurée en me disant qu'il allait prendre les mesures nécessaires. Donc en effet, j'ai eu rendez-vous, j'ai passé ma biopsie du mercredi. Et vendredi, à 9h, j'ai eu rendez-vous avec mon oncologue. C'est-à-dire que là, l'idée de la vie et de la mort se côtoient étroitement, quoi. On pense aux deux extrêmes. Ouais. Je portais la vie et je portais la mort en même temps. Je suis montée dans la voiture. Ma première, c'était appeler mon mari. Il fallait que je l'appelle, il fallait que je lui dise.
Lui, ni une ni deux, ça va aller, ne t'en fais pas, j'arrête le travail, je te rejoins chez tes grands-parents. Donc on s'est tous rejoints chez mes grands-parents. Et là, on a pu en Pourquoi discuter. chez vos grands-parents? Parce qu'on se rejoint tout le temps chez mes grands-parents. Donc, quand vous dites on s'est rejoints, il y avait qui? Il y avait ma mère, mon père, mon mari, moi et mes grands-parents. Conseil familial. Conseil familial. Comment ça se passe? On est tous autour de la table? Ouais, on mange une bonne pâte. Quand même. Pâte. Et on discute de ça. Mais quand même, on discute, vous deviez être effondrés. Pas sur le coup. Pas sur le coup. J'ai pleuré pendant le trajet. Bon, il y a 10 minutes en voiture pour aller chez mes grands-parents. J'ai pleuré sur le trajet, oui. Mais une fois arrivé là-bas... Franchement, vous m'impressionnez. Vous sortez de chez le radiologue. Vous êtes enceinte de 5 mois. On vous dit que vous avez un cancer du sein. Vous prenez votre voiture, vous appelez votre mari, vous pleurez pendant 10 minutes. C'est un truc de dingue. Mais je pouvais pas, mes grands-parents, ils ont déjà un certain âge, je pouvais pas arriver chez eux effondrés. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression que vous pensez beaucoup aux autres. Ouais, Vous je pensez peux à pas. vous. Alors, qu'est-ce qui se dit autour de cette table? C'est quoi, un conseil de guerre? Ouais. Un concert pour affronter un combat, en fait. On arrive devant l'oncologue. Ma première question n'était pas forcément pour le cancer, mais pour mon bébé. Est-ce que mon bébé est bien? Est-ce qu'il s'est bien développé? Est-ce qu'il est en bonne santé? Est-ce que ça va aller pour lui? Parce que bon, je suis quand même enceinte de 5 mois et demi, je rentrais dans mon 6e mois de grossesse. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Qu'il n'y avait pas de souci pour Malone, qu'il n'allait pas avoir de problème pour lui. Qu'on n'attrape pas le cancer, que c'est pas contagieux. C'est pas contagieux le cancer, que lui il a sa propre immunité, qu'il est enfermé dans un petit cocon et que lui va très très bien. Donc là, déjà un soulagement, on se dit, ça va, je lui ai pas refilé le cancer. Nous sommes en mai 2016. Mélanie a 33 ans et loin de vivre la grâce d'une grossesse épanouie, elle se retrouve à l'hôpital, prête à se battre contre cette maladie maligne. On lui installe alors le dispositif qui lui permettra de recevoir la chimiothérapie, mais il lui reste pourtant une épreuve, plus difficile encore, annoncer cette maladie à sa fille. On a parlé de Maëlys aussi avec l'oncologue parce que je ne savais pas si je devais lui dire ou si je devais lui cacher. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Qu'il fallait lui en parler. Fallait pas lui cacher. C'est une enfant qui allait avoir 9 ans et qui était capable de comprendre. Qu'est-ce que vous lui avez dit? À Maëlys, on lui a dit que maman, elle avait un sein qui était malade en fait et qu'il fallait faire de la chimio pour guérir le sein. Mais la chimio, elle allait fatiguer maman, elle allait rendre maman malade et maman allait perdre ses cheveux. Et je pense que c'est le fait aussi perdre ses cheveux qui l'a plus alarmée en fait, Maëlys. Elle voulait pas voir sa maman sans cheveux. D'autant plus que pour vous, les cheveux comptent beaucoup. Ouais. C'est ça l'ironie de l'histoire quand même. Voilà. Comment elle a réagi? Plutôt bien. Elle nous a consolés. Elle m'a consolée. Elle vous ressemble un peu, elle est un peu inquiète, cette petite fille? Ouais. Très anxieuse. Un peu protectrice, un peu Ouais. maternelle. Ouais. Donc vous attaquez vite les traitements. Ouais. Combien de temps après? Eh ben, j'ai vu l'oncologue du vendredi. Du lundi matin, je mettais déjà le pack. Donc les traitements commencent 8 jours après? Ouais, 8 jours après la mise du pack. Donc première chimio. Première chimio. Vous y allez seule? Non, avec mon mari. Dans la joie et la bonne humeur. Ah ouais? Bon, bien sûr. Je porte la vie, je peux pas être anxieuse, je peux pas être Non, je suis en colère. Pourquoi moi? Pourquoi nous? Pourquoi notre famille? On ne mérite pas ça. Je pense que personne ne mérite ça. Mais quand ça arrive sur soi, alors qu'on porte la vie, c'est pas juste. Alors, cette première séance de chimio, on en fait une joie. Ouais. Hein, on essaie de s'amuser un peu et on se retrouve avec un truc bleu sur la tête. Voilà. Qu'est-ce que c'est ce truc bleu? Ça, c'est le casque. Ça permet de ne pas perdre ses cheveux. Donc, Soi-disant. Ça ralentit. Ça ralentit la chute de cheveux, voilà. Ça dure combien de temps, la première séance de chimio? 4 heures. 4 heures. Vous vous en sortez comment? Bien. Vous rentrez chez vous? Ouais. Comme si de rien. Maëlys est inquiète? Ah oui, Elle vous pose des questions? Oui, comment ça s'est passé?
comment ils ont fait pour me mettre les produits. Donc on avait fait des petites photos pour vraiment bien tout lui expliquer. Parce que on voulait vraiment pas lui cacher le moindre détail, entre guillemets. Et on lui a même dit que c'était assez rigolo parce que Malone ne bougeait pas forcément. Et en fait, du moment où ils m'ont branché, eh ben, il n'a pas arrêté de bouger. À croire qu'il voulait dire, mais moi je suis là, je suis fort, donc sois forte aussi. Donc on lui a expliqué que Malone bougeait beaucoup. Donc elle a été super rassurée, même du soir même, Malone bougeait encore beaucoup. Donc on lui a vraiment fait sentir, et c'était vraiment à cette première chimio qu'elle a pu sentir que son petit frère bougeait bien dans le ventre de maman. Et puis la seconde séance arrive combien de temps après? 3 semaines après. Après cette séance de chimio, 1 semaine après la deuxième chimio, rendez-vous chez l'oncologue, donc fin juin. Et là, en fait, la tumeur n'a pas diminué, mais elle a regrossi. Donc, elle a fini à 17 cm, en fait. Donc, Alors qu'au début, elle mesurait combien? 7 cm. Donc en fait, la tumeur, elle se nourrissait Des hormones. de vos hormones de grossesse. Voilà. Plus on va en fin de grossesse, plus on développe d'hormones. Il faut que Mélanie accouche, et très vite. Son bébé est en danger. 1 mois avant le terme, la famille entre à l'hôpital, mais cette fois-ci pour accueillir la vie. Comment ça se passe l'accouchement? Très bien. Très, très bien. Malone, ce que je dis, il est arrivé dans le calme, dans la sérénité. Il est venu vraiment calmement. Combien il pèse? Alors, il pèse 2,7 kg, donc 2,7 kg, et il fait 46 cm. Donc il est en pleine forme? Il est en pleine forme. Là, c'est le grand bonheur. Là, c'est... Vous vous dites quoi? que je suis heureuse qu'il est en bonne santé, qu'il va très très bien. Est-ce que vous vous dites qu'il y a un premier combat? De gagner. Vous vous dites quoi? Je me bats pour eux deux. Ouais. Je me bats encore plus pour eux deux. Pour les voir grandir. C'est ça, tous les matins, c'est grâce à eux que je me lève. C'est mes enfants. Donc j'ai accouché le mardi 5 juillet et lundi j'ai eu rendez-vous avec mon oncologue pour la chimio, pour mettre en route le nouveau protocole. Et je lui explique mon mal-être en fait, que je suis pas bien, que j'ai mal dans le bas du dos et que ça va pas très bien, que j'ai du mal à marcher. Donc elle me fait passer un IRM de suite dans la foulée. Et l'IRM révèle des métastases sur le sacrum et des métastases au foie. Donc il s'était répandu ailleurs. Tout de suite, j'ai été vraiment bien entourée parce que j'ai tout de suite vu le radiothérapeute pour les rayons. Donc la métastase, elle vous parle d'un pronostic, elle vous... Je ne veux pas savoir mon pronostic. Vous lui posez pas la question? Non, je ne lui ai jamais... Je lui ai posé la question en étant enceinte, chose qu'elle n'a pas pu me répondre parce qu'on ne savait pas le après. Et là, je ne voulais pas du tout lui poser... non, je ne veux pas savoir mon pronostic vital. Non. Je sais que mon grade de cancer a évolué, ça j'en suis absolument consciente, mais je ne veux pas savoir si dans 1 an je suis encore là. Donc vous dites que tout de suite on vous a pris en charge, et là il a fallu, j'imagine qu'il a fallu encore muscler les traitements. Ouais. Donc on m'a proposé 1 semaine jour pour jour après mon accouchement de commencer la radiothérapie, donc les rayons pour le sacrum, et une chimio de 7 heures. Donc, dans la même journée, j'ai fait mon rayon et ma chimio de 7 heures. Comment vous êtes sortie de tout ça? Fatiguée, exténuée. Exténuée. Avec le bébé, qui ne faisait pas ses nuits. Elle était où, votre fille, à ce moment-là? Elle était encore avec nous. Pourquoi vous dites encore? Parce que j'ai de la chance d'avoir une super famille. Mes cousins l'ont pris avec eux pour partir en vacances. Donc, elle a pu s'évader dans le sud un peu, pendant 15 jours. Donc ça nous a fait aussi beaucoup de bien parce qu'elle ne m'a vraiment pas vue dans mes mauvais jours. Parce que après tout ça, j'étais pas belle à voir. J'arrivais pratiquement plus à bouger mes jambes. Donc je me suis retrouvée en fauteuil roulant. Au bout de combien de séances? Au bout de 15 séances à peu près. C'est des rayons tous les jours? Tous les jours. Et de la chimio? Toutes les semaines. Et le plus éprouvant à ce moment-là, c'était les rayons? Ouais. C'est douloureux? C'est pas que c'est douloureux, c'est tous les effets secondaires des rayons. Ça brûle,
beaucoup d'incontinence aussi. Ouais, au sacrum en plus. Le sacrum, c'est beaucoup de coups d'électricité dans les jambes. La nuit, ça me lançait énormément. Ça me lançait énormément. J'ai même été hospitalisée ce fameux jour de chimio. Ils m'ont hospitalisée pendant 4 jours pour pouvoir me mettre de la morphine, pour vraiment jauger la morphine, parce que c'était infernal, insupportable pour moi. C'était pas... Je pleurais de douleur. Je pleurais vraiment, vraiment de douleur. C'était pas possible. Et comment vous faisiez avec le bébé? Bon, on avait tout aménagé à la maison pour pas que je monte les escaliers, pour pas que je marche de trop avec lui dans les bras, parce que je ne voulais pas prendre ce risque-là de porter mon bébé et de perdre mon équilibre. Parce qu'il faut savoir que le sacrum, c'est ce qui contrôle le bassin. Donc, on n'a pas forcément beaucoup d'équilibre à tenir longtemps debout. Donc, mon mari a tout organisé dans le salon. Il m'a fait une belle chambre dans le salon. Donc, j'avais vraiment tout à proximité. Et on dormait tous les 3 dans le salon. Parce qu'il fallait que vous continuiez à vous en occuper. Ouais. C'était impensable autrement. Ah non, c'était impensable. Mes tantes, ma mère voulaient prendre Malone pour m'alléger. Je ne voulais pas. Je ne voulais pas, juste sa maman, c'est moi. Puis c'était peut-être mieux que de la morphine d'avoir votre bébé contre vous. Ouais. Pour supporter la douleur. Ouais. Les marques du cancer sont de plus en plus visibles. Mélanie perd ses cheveux. Elle prend alors la décision de se raser complètement la tête. Et pour y arriver, ce sont ses 2 amours, Michael et Maëlys, qui vont l'y aider. De toute façon, on lui avait tout le temps dit, mais de toute façon, la première fois que maman elle va enlever ses cheveux, c'est toi qui vas le faire, c'est toi qui vas participer. Donc, bon, je ne ressemblais pas à grand-chose parce qu'il y a eu des trous. Et après, on a pris la tondeuse avec mon mari et elle, ils m'ont tout enlevé. Donc en fait, vous en avez fait un moment joyeux. Oui. Partagé. Ouais. Partagé, un moment partage. Et vous étiez comment à l'intérieur? J'ai eu mal. On m'enlève ma part de féminité, ça fait mal. Mais c'est que des cheveux, ça va repousser. Et puis qu'est-ce qu'elle vous dit, Maëlys? T'es en vous belle, découvrant? maman. Ça te va bien? Avant de tondre vos cheveux, de les raser, vous aviez déjà une perruque? Vous aviez déjà choisi la perruque? Non. 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 On m'a offert 2 perruques. Mais c'est pas moi. Donc du coup, vous portez des porte, foulards? ouais. À l'extérieur, je porte les foulards. À la maison ou en famille, j'ai pas de foulard. Comment ça se passe physiquement? Il y a des effets secondaires, non, avec la chimio? On a tout le temps froid. On n'a pas faim. Une fois, j'ai pas mangé pendant 3 jours. 3 jours où j'avais vraiment pas d'appétit. Des nausées? Pas de nausées, non. Mal à l'estomac, oui. Mal à l'estomac et la fatigue. Mais j'ai eu la chance, ce que je dis, j'ai la chance que les chimios me rendent pas malade. Et votre mari est là, présent, il répond à tout, il fait tout? Tout le temps. D'avoir des mots, t'es belle, on perd toute notre féminité. Hein. Mon corps m'a dégoûtée pendant un certain temps, hein. Mais pas à ses yeux. Ça n'a jamais été le cas à ses yeux. Vous vous êtes autorisé à craquer? Avec qui vous parlez de vos angoisses? À Michael, à mon mari. Vous arrivez à lui parler de tout? Tout. Aucun sujet tabou. De toute façon, on a dû parler de choses qu'on n'était pas censé parler à nos âges. Et surtout que j'étais pas censée parler alors que j'étais enceinte. On a dû parler de la mort, hein, de ce qu'il fallait faire après, s'il m'arrivait quelque chose. On savait pas après l'accouchement ce qui allait se passer. Mais il me connaît tellement que rien qu'au regard du matin, il sait quand je vais bien, quand je vais pas bien. Et si vous n'allez pas bien? Il fait que ma journée soit belle, il m'amuse. Il a de l'humour? Beaucoup. En plus, il a de l'humour. Beaucoup. Énormément. Et votre famille, vos proches, ils sont très présents? Très présents. Tous ces mois-là? Parce que vous avez eu combien de séances de chimio? Là, je suis arrivée à ma 22e séance de chimiothérapie. Wow. Donc, c'est une séance tous les combien? Depuis mon accouchement, c'est une séance toutes les semaines. Toutes les semaines. Et vos amis? Mes amis sont toujours présents. On s'est mis dans une bulle après l'accouchement parce que j'étais vraiment très très fatiguée et je voulais pas qu'on me voie aussi fatiguée de toute façon. Et là, là, on refait des petites soirées, on va au resto, là on revit
en revue, on retrouve nos amis les plus proches. Et c'est super. Mais ils ont toujours été présents, que ce soit par texto, message. Et puis vous avez appel. raconté quand même, vous avez... Oui, oui, j'ai raconté. Sur les réseaux sociaux, vous oui. avez tenu quoi, une sorte de journal? En fait, on a fait un petit groupe pour vraiment raconter jour par jour mon état. Un groupe avec mes amis les plus proches et quelques membres qui veulent bien, quelques personnes que je ne connais pas d'ailleurs, qui ont intégré ce groupe suite à un article qui est apparu dans ma région en fait. Donc ces gens-là voulaient me suivre et me soutenir. Et c'est beaucoup, ça m'apporte beaucoup. Parce que c'est un peu aussi où je me lâche. Quand je vais pas bien, j'écris ce que je ressens, j'écris. C'est une sorte de blog? Ouais. Donc aujourd'hui, vous vous sentez comment? Bien. Vous êtes dans quel état de santé? Alors, aujourd'hui, on diminue les chimios. Donc, ce sera plus les chimios toutes les semaines, mais ça sera toutes les 3 semaines. Et on met plus de produits qui font perdre les cheveux. Donc, on met plus de Taxol, mais je passe qu'en anticorps. Parce qu'en fait, je suis en petite rémission. Donc, on a réussi un peu à combattre toutes ces petites métastases et la tumeur qui n'est plus au sein. Donc, j'ai de la chance, il n'y a pas d'opération au sein. Donc au sein, plus rien? Plus rien. Plus rien. Encore des petites métastases? Au sacrum et au foie, mais vraiment en petits millimètres. Donc les cheveux vont repousser? Les cheveux vont repousser. Vos enfants, ils sont quel âge là aujourd'hui? Malone, il a combien de mois alors? Il va avoir 5 mois, début du mois, et Maëlys a 9 ans. Comment elle a vécu tous ces mois, Maëlys? Ça n'a pas été trop dur? Elle s'est pas trop inquiétée? Inquiétée, oui. À chaque fois que je revenais de chez l'oncologue, elle me demandait, tu me caches rien, maman, hein, tu me caches rien. Non, Maëlys, je vais t'expliquer ce qu'on m'a dit. Donc là, début de semaine, quand je lui ai annoncé que j'étais en petite rémission et que j'allais faire moins de chimio, là, c'était la fête. Hein. Mais elle m'a quand même demandé. Parce qu'en fait, on a mis en place à la maison, après chaque séance de chimiothérapie, on dort tous les 4 dans la même chambre. Donc, on fait du camping dans la chambre. Donc là, lundi, c'était... bah oui, mais maman, tu fais plus de chimio toutes les semaines. Mais je pourrais quand même dormir avec toi. Bah oui, elle en profite quand même un petit peu. Hein. Ouais. Elle a bien raison. J'imagine qu'avoir traversé cette épreuve, qui n'est pas encore terminée, puisqu'il y a encore, je crois, 14 mois 14 mois de traitement. 14 mois de traitement. Ça vous a transformé? Qu'est-ce que ça a changé en vous? Je profite encore plus de chaque jour, de chaque minute. Je me dis que les petits tracas de la vie quotidienne, c'est des petits tracas et il ne faut pas que je m'arrête dessus. Faut plus que je sois aussi stressée, aussi anxieuse. Non, la vie, elle est belle. Ah ouais. Est-ce que vous vous êtes surprise dans ce combat? Ouais. Qu'est-ce que vous avez découvert sur vous? Que j'étais plus forte que je ne le croyais. Qu'est-ce que vous aimeriez que nous retenions de votre histoire? Faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur du mot cancer, faut pas déprimer. Je conçois que certaines personnes dépriment, mais moi, ma force, je l'ai trouvée dans mon sourire, de rigoler, de tout, de rien, mais de rigoler et de passer du bon temps dans la joie et la bonne humeur. Parce que, voilà, peut-être que ça m'est tombé dessus, mais à côté, j'ai quand même donné naissance à Malone. J'ai ma fille qui est aussi là, donc je peux que être heureuse avec ma petite famille. On est heureux à 4 et on compte l'être heureux encore des années et des années. Merci de votre confiance et de ce témoignage et de donner espoir et peut-être du courage et peut-être de la force à ceux qui nous regardent aujourd'hui et qui vont certainement puiser beaucoup de choses à travers ce témoignage. Vous nous avez beaucoup parlé de Michael et moi j'ai hâte de le rencontrer, ce Michael, pour découvrir toutes ses qualités. Et puis on va aussi rencontrer une psychologue, une oncopsychologue, sexologue, quelqu'un en tout cas qui s'occupe d'une association importante, puisque cette association aide des femmes qui sont confrontées au cancer du sein. Vous allez nous les présenter? Oui. Je vais les chercher? Oui. Tout va bien? Tout va très bien. Ça va? Pas trop? Moins stressé? Moins Le stressé, sourire est oui. revenu. Bon, je vais les chercher. Ça marche. À tout de suite. À tout de suite. Lorsque mes invités comme Mélanie racontent avec pudeur la profondeur de leur souffrance, ils paraissent s'en sortir facilement. Pourtant, une question s'impose.
comment fait-elle? C'est pour tenter d'y répondre que j'ai voulu aujourd'hui écouter ses plus proches, afin de mieux comprendre comment chacun d'entre nous peut tirer des enseignements de l'expérience si particulière de mon invité. Ne serait-ce que tendresse, être caressé, être touché, c'est tellement important dans des moments où le corps ne reçoit que violence. Parce que les traitements anticancéreux sont, même les plus soft, sont tous violents. Un homme qui vous prend dans ses bras, qui vous caresse, qui vous dit que vous êtes belle et qui vous aime et qui a envie de vous, ça fait partie de la thérapie. On se ressent femme de nouveau. Michael, elle vous a manqué, hein? Ouais, quand même. Hein, Quand même, elle lui manque. J'avais hâte De la de la retrouver. retrouver. Ouais. Vous n'aimez pas rester loin d'elle, hein? Non, après autant d'années ensemble, c'est vrai que Alors, se combien lâcher, d'années ensemble tous les deux? Là, on voit sur 14 ans, là. 14 ans. 14 ans, donc, ouais. Mariés depuis combien de temps? 2 ans. Et vous avez bien l'accent du Nord, vous, hein? Ah ouais, pourtant j'essaie de le masquer, mais là, je peux pas. Ah bah non, plus que Mélanie. Et puis donc on va présenter Catherine. Alors Catherine, vous êtes psycho-onco-sexologue. Exact. C'est-à-dire concrètement? Alors, c'est-à-dire que j'accompagne psychologiquement les personnes, et particulièrement les femmes atteintes de cancer. Et d'autre part, parallèlement à ça, j'ai fait un DIU, un diplôme interuniversitaire, enfin bon, bref, de sexologie pour travailler justement sur la problématique cancer et sexualité. Et oui, on va en parler ensemble parce que on va voir que Michael n'a jamais changé de regard sur Mélanie. C'est ce qu'elle nous a confié en tout cas, mais c'est un vrai problème qui se pose. Ça peut être effectivement. Je voulais aussi dire que vous êtes vice-président d'une association très importante puisqu'elle s'occupe justement de ces femmes qui sont atteintes de cancer du sein et qui s'appelle Étincelle, rester femme avec un cancer. Voilà. Et ça encore, ça pourra renseigner peut-être celles qui nous regardent et qui sont concernées aujourd'hui. Alors, Michael, on va commencer avec vous. Elle nous a dit à quel point vous avez été présent, vous avez été actif auprès d'elle pour essayer de répondre à tous ses besoins, pour lui dire à quel point vous la trouviez belle, à quel point vous l'aimiez. Vous allez nous raconter tout ça. Mais d'abord, j'aimerais qu'on revienne sur votre rencontre à tous les deux. Quels souvenirs vous en avez? On va dire que c'était pas commun, hein. C'était un ami en commun, en fait. J'étais au lycée. Et en fait, pendant une soirée, ils ont discuté de choses et d'autres. Et ils sont venus regarder les photos sur un téléphone. Et donc, voilà, sur le moment, elle a vu ma photo, elle a fait « Ouais, c'est qui, lui ?» Donc, c'est un de mes collègues, tout ça. Ça a commencé vraiment comme ça, quoi. Donc, j'ai pas cherché à comprendre. J'ai pris ma voiture, je suis venu tout de suite la voir pour voir vraiment, pour voir Mélanie, quoi. Parce qu'au téléphone, déjà au téléphone, c'était émouvant, quoi. Je me disais, si, il y a quelque chose, quoi. Malgré qu'on ne se connaissait pas, on a passé une demi-heure au téléphone à discuter de tout et de rien, et je me suis dit, si, il faut... Et alors, quand vous l'avez vue? Oh, c'était des papillons dans le cœur, hein. Oui, c'est peut-être cliché, hein, mais là, c'est... Normalement, c'est dans le ventre, hein, les papillons. C'est directement dans le cœur. Ah ouais, non, mais j'ai vu, c'était... voilà, j'étais irradié, quoi. C'était... Ouais. Ah non, je l'ai vu, je savais que c'était elle, je sentais qu'il y avait quelque chose, hein. Comme dans les films, hein, avec la musique avec les petits violons, tout ça, c'était... Alors c'était intense. Donc, alors, il paraît que vous avez cherché à l'embrasser, ça n'a pas été un gros succès, hein? On peut dire que je me suis pris un vent, hein. Il faut dire ce qui est. Mais après, ça m'a conforté dans mon choix de me dire que c'était la bonne. Elle se donnait pas au premier venu... Le premier ça, soir. Voilà, le premier soir, quoi, je veux dire. Voilà. Mais vous l'avez rappelé tout de suite. On s'est rappelé tout de suite. Et pendant la nuit? Voilà, on a discuté des heures, des SMS. C'était intense. Ouais. Donc, l'évidence. C'était évident. Ah oui, c'était elle et personne d'autre. On était fait l'un pour l'autre. Enfin, on est fait l'un pour l'autre. L'impression que c'était écrit, quoi. Ouais. On devait être l'un avec l'autre, quoi. Quelque temps après, vous la réinvitez et là, l'histoire démarre. Quel souvenir de ce premier soir? Voilà, quoi. J'ai pas de mots pour décrire ce que j'ai ressenti, tellement c'était fort, quoi. Et encore maintenant, encore plus maintenant. Hein, c'était...
waouh, voilà. Et quand elle me regarde comme ça, je peux pas, je peux pas faire autrement, quoi. Donc, Ils sont touchants tous les deux. Oui, adorable. C'est de vrais coups de foudre. Ouais. ah ouais, non, Extraordinaire, c'est ça. ouais, c'est pas- Et alors donc vous, là, vous vous embrassez vraiment, ça confirme l'évidence, Ah vous oui. emménagez vite ensemble. Oui. Quand elle vous a annoncé l'arrivée du premier bébé, Oh là là, en plus, je voulais une fille. Elle m'a donné une fille. Donc, oh, si, c'était mon deuxième rayon de soleil, quoi. Non, je pouvais pas. bon, et puis 4 ans après la naissance de Maëlys, l'envie d'un autre enfant, Mhm. et alors là, vous vous focalisez un peu sur cette idée-là. Comment Un vous l'avez peu. vécu, cette période, vous? Avec du recul, je me dis qu'on a peut-être un peu trop. Comment dire ça On y a trop pensé. On y a en trop fait. pensé, ouais. Ouais, c'est ça. Hein. Et peut-être que justement, en y pensant trop, bah, ça venait pas en fait. Hein. Donc, on avait beau faire des pieds et des mains pour que ça arrive, ça n'est jamais Normalement, arrivé. ça marche pas comme ça. Ouais, hein. voilà, Des c'est ça, pieds et hein, des mains, c'est on ça. fait pas comme ça pour que ça arrive. Et du coup, on s'est dit, on va moins y penser, on va reprendre notre vie normale. Et Et puis on avait aussi un autre projet. ouais, on avait d'autres projets aussi. Ouais. D'autres projets On en avait tête. le mariage aussi. Qui Et arrive. puis voilà, il y a cette histoire de mariage. Alors qu'est-ce que vous vous êtes dit, vous, quand Maëlys a commencé à dire mais pourquoi vous portez pas le même nom? Mhm. Parce que Bah c'était- justement, c'est un peu ça qui nous a mis dans la baraque, quoi, parce Ouais. qu'on se dit, ouais, papa, maman, papy, mamie, ils ont le même nom. Je veux dire, voilà, pourquoi vous avez pas le même nom? Faut se marier. Parce que nous, au départ, on sait l'amour qu'on a l'un envers l'autre. Ouais. Donc on s'est dit, mariage ou pas mariage, pour nous, c'était pas une évidence, Non. quoi. Donc, mais notre fille a insisté, donc c'était irrémédiable, quoi. Après autant de temps, j'étais voir son père, ça a été simple, hein. C'était vraiment, je le revois encore, hein, je sais pas, mais non, mais après, ouais, c'était riche en émotions, on a pleuré tous les deux, on s'est pris dans les bras. Ah si, c'était émouvant, quoi. C'était émouvant. Alors ce 6 novembre 2015, quand elle se sent pas très bien et qu'elle fait son test de grossesse et qu'elle vous annonce la nouvelle, Ah bah, je remets du travail en plus, je remets du travail et elle me fait assis-toi pour que je lui dise quelque chose, quoi. Et je fais, qu'est-ce que t'es malade déjà, voilà. Et je fais non, assis-toi, c'est une bonne nouvelle. Du coup je m'assois, bah, tu vas être papa. Rempli d'émotions, c'était l'émotion, hein, c'était enfin on a réussi. Ouais, on a réussi. Ouais. C'était plus Enfin. ça, on s'est dit ça y est, quoi. On a tenu le bon bout, donc. vous la sentiez comment physiquement? Elle était en forme à ce moment-là? Vous Elle aviez était- perçu quelque chose de différent? Perçu, non, pas sur l'instant. Je veux dire, c'était. Elle n'était pas plus fatiguée? Elle était comme je la connaissais, quoi. Je veux dire, pour ça, c'est plus avec le temps. Quand plus ça avançait, plus je voyais que Mélanie, c'était pas comme avec ma première fille, en fait. Hein. Donc, Ouais. je sentais Pourquoi qu'il y avait quelque chose, quoi. Physiquement, elle était fatiguée. Ouais. Je veux dire, Mélanie, c'est une personne d'active qui bouge tout le temps. Elle bougeait moins. Elle faisait beaucoup de siestes. Et ça, je me disais, c'est pas ma femme. Et puis il y avait aussi j'avais un l'histoire du pressentiment, sein quoi. qui te tracassait aussi. Il y avait ça aussi, quoi, parce que voilà, plusieurs fois tu me disais plusieurs fois elle me faisait voir qu'elle avait quelque chose, quoi. C'était À pas. chaque fois que ça grossissait, je lui montrais. Et donc vous étiez inquiet? J'étais inquiet, bah, forcément. Vous l'avez poussée à aller consulter? Tout de suite. C'était vraiment le truc qui était, même pour elle, c'était logique. Hein. Il fallait qu'on aille voir quelqu'un parce que justement, on savait pas à quoi s'attendre, quoi. Donc j'imagine que quand elle vous a appelé depuis sa voiture, après la ponction, On s'est un peu voilé la face, on s'est dit non, ça peut pas être ça, c'est pas possible. C'est pas possible, justement. vous y pensiez, vous? Moi, je pensais pas à un cancer. Je pensais plutôt à une tumeur bénigne ou quelque chose dans ce genre-là. Mais je pensais pas à un cancer. Sincèrement, je pensais pas parce que je me disais, elle est enceinte. C'est pas possible qu'elle ait un cancer alors qu'elle est enceinte, quoi. Donc, et après, le résultat est tombé et là, je suis tombé des nues, quoi. J'ai mis un temps pour m'en mettre. Et Vous pensiez à quoi? Qu'est-ce que vous aviez à l'esprit? tout de suite, moi, je me suis dit, ça y est, elle va, entre guillemets, le pronostic vital est engagé. Et je vais finir tout seul avec mes 2 enfants. Moi, j'avais l'image du cercueil avec mes 2 enfants. Je me suis dit, voilà, quoi, c'était chaud, quoi. Alors, on a tous... Voilà, ça fait du bien de crier. Oui, c'est tout. Allez. C'est tout, c'est tout.
Ça va, Nick. Vous l'autorisez à craquer devant Mélanie? Rarement. Voilà, j'en étais sûre. C'est Ça va, ça, maman c'est ça le souci. Voilà, vous craquez où, vous? À part à la télé? Quand je me retrouve devant ma télé à penser à tout et à rien, ou quand j'essaie justement d'échapper à ça, en me mettant devant mon piano ou des trucs comme ça, va falloir attendre pour... Alors, on va vous laisser reprendre vos esprits avec Catherine. Il l'a bien exprimé, Michael. Bon, une femme enceinte, une jeune femme enceinte de 30 ans, on ne peut pas imaginer qu'elle ait un cancer du sein. Déjà, le cancer du sein, ça concerne combien de femmes en France? 50 000 nouveaux cas par an. Voilà. Des chiffres en augmentation? Oui. Oui, alors Parce après... que mieux dépisté, Parce probablement? que mieux dépisté, certainement, parce qu'environnement, on ne sait pas très bien pourquoi, mais c'est un fait. C'est 50 000 nouveaux cas par an. Alors, psychologiquement, j'en parlais tout à l'heure avec Mélanie, c'est compliqué de vivre avec ce paradoxe d'à la fois se dire qu'on va donner la vie et de côtoyer cette idée de la mort. C'est un vrai clivage psychique, parce que il se passe en nous 2 bouleversements. Donc, je pense que la personne à qui ça arrive doit être dans une telle confusion. C'est-à-dire qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que je suis heureuse de ma grossesse et de mon bonheur d'être une maman? Ou est-ce que je m'écroule parce qu'on m'annonce quelque chose d'extrêmement violent et d'extrêmement compliqué? Donc, c'est extrêmement difficile de pouvoir effectivement se construire dans cette situation-là. Donc, tout ça est extrêmement perturbant psychologiquement. Bah, en fait, quand j'étais enceinte, je pensais pas du tout... Enfin, si, je pensais au cancer parce que je l'avais. Mais ma priorité, c'était vraiment ma grossesse. Ouais. C'était pas la maladie. Donc, je me suis plus focalisée sur ma grossesse que sur la tumeur, en fait. Hein. Les traitements, on parlait des traitements, c'est particulier quand même. Une chimio administrée en période de grossesse, on parlait des doses réduites. Dose réduite, pas de chimio au premier trimestre. Donc, je crois que c'est à partir du second, n'est-ce pas? Voilà, pas de radiothérapie. Donc, effectivement, c'est des traitements qui... éventuellement de la chirurgie, ça dépend. C'est des traitements qui sont un peu plus soft. Et puis pas d'IRM, on n'a pas vu exactement l'état d'avancée du cancer. C'est très difficile parce qu'en plus, psychologiquement, on se demande certainement où j'en suis. Où j'en suis sur le plan de la maladie. Alors, il y a l'annonce aussi à Maëlys, à un enfant, et puis il y a le fait d'avoir eu cette idée de la rendre active dans la tonte des cheveux, le rasage des cheveux. Vous en gardez quel souvenir, Michael, de ce moment? Oh, Vous en aviez parlé tous les deux déjà? Vous saviez que vous la solliciteriez, Maëlys, on savait dès le départ qu'on allait le faire avec elle. Avec elle, quoi. C'était une évidence. Elle est de notre famille, elle le vit avec nous, donc c'était inconcevable qu'elle soit pas là justement pour entre guillemets. Ouais, puis c'était important les cheveux de sa mère. Quoi, donc... Voilà. Et puis après ça, c'était une libération aussi pour Mélanie, quoi. Elle s'est dit voilà, ça y est, maintenant là, on est dans le dur, on attaque le combat à pleines dents, quoi. Et non, même Maëlys en garde un bon souvenir parce que justement, elle s'amusait. Elle était ravie de l'avoir fait pour sa maman, quoi. Ouais. Et vous, le regard que vous portez sur elle et sur sa féminité? Moi, mon regard, il a jamais changé. Il a jamais changé du départ où j'ai appris son cancer. Non, mon amour pour elle a été décuplé, mais d'une façon, je pouvais pas. Et quand vous la voyez souffrir? Ça me fait mal. Je peux pas dire que ça me fait rien, mais je veux dire, pour moi, je me dis, je peux pas craquer devant elle, je peux pas m'effondrer devant elle ou même devant mes enfants. Donc j'essaye au mieux pour qu'elle vive au mieux sa vie, sa nouvelle vie. Donc dès que je peux l'aider pour les tâches ménagères, ou pour aller chercher ma fille à l'école ou quoi que ce soit, je veux dire. Pour la faire rire, comment vous faites pour la faire rire? Pour la faire rire, bon ça c'est un truc entre nous, hein, ça je veux dire c'est parce qu'à la base voilà je fais de la musique donc dès qu'il y a des petits morceaux qui nous rappellent des trucs, moi je suis là à faire le foufou
pour leur faire rire, quoi. C'est le comique. Ouais, alors que je suis pas d'un naturel comique, hein, mais je veux dire, pour eux, je suis prêt à tout, quoi. Je suis prêt à tout. Waouh, c'est quand même un témoignage d'amour comme C'est un rarement. homme parfait. Comme, Bon, arrête de dire ça, j'aime pas quand tu dis comme ça. rarement j'ai entendu. Oui, Hein. tout à fait. Avec une incroyable sincérité et une. Dans votre malheur, vous avez ce ouais. bonheur, hein, Ouais, Mélanie. ça nous hein. Ouais. C'est incroyable cet amour. Ça nous a encore plus Ouais. Encore ressouder, plus renforcer. renforcer. Non. C'est bête à dire, mais plus rien peut nous atteindre. Non. Plus rien. Plus rien. Non. Bon, déjà, il ne devait pas y avoir grand-chose. Non. Bon, on va les laisser se reprendre. La chair de Catherine, poule, là. ouais, on va reparler. Pourtant, j'en ai entendu, mais... On va reparler de ça, de l'annonce d'une maladie grave à un enfant, et puis de cette idée de l'intégrer pour couper les cheveux de sa maman. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Alors, d'abord, je crois effectivement c'est très important de dire à l'enfant ce qui se passe pour plein de raisons. Tout d'abord parce que l'enfant se construit sur la confiance qu'il a en ses parents. Donc, si on lui cache, il va se dire, peut-être pas comme ça quand il est jeune, mais enfin, quelque part, c'est le même résultat. On ne me fait pas assez confiance. On ne me juge pas suffisamment capable de recevoir cette information qui me concerne, puisqu'il s'agit de ma maman. Donc c'est extrêmement important, avec sans rentrer dans des détails médicaux bien entendu, mais c'est extrêmement important de parler à l'enfant et puis de faire participer. Ça, je crois que c'est vraiment, c'est super, c'est exactement ce qu'il faut faire. En faire un jeu, vous voyez, essayer de transformer ça, tout en expliquant quand même que c'est sérieux. Mais voilà, en faire un jeu, faire participer l'enfant, qui se sente actif, qui se sent, comment dire, intégré dans cette histoire-là. Et ça, je crois que c'est vraiment important. Le regard d'un homme sur sa femme amoindrie, ayant perdu de ses attraits féminins, ça aussi, ça compte beaucoup. Vous savez, ça compte surtout pour les femmes. Souvent, elles me disent, mais je ne suis plus séduisante, je ne me retrouve plus, l'image du corps, etc. Et moi, je leur dis, mais comment réagit votre compagnon, votre mari, enfin, peu importe. Ah ben lui, toujours pareil, il me dit qu'il m'aime, que rien n'a changé, etc. Et je lui dis, mais est-ce que le geste se joint à la parole? Oui, oui. Et alors, je leur dis, mais pourquoi vous ne le croyez pas? Je dis, arrêtez de penser à la place de l'autre. Ça, c'est vraiment l'erreur à ne pas faire. Ça, c'est vrai. Arrêtez de penser à la place. Je ne m'aime plus, comment peut-il encore m'aimer? Et alors, moi, je dis stop. Vous l'êtes posé cette question. Vous nous disiez tout à l'heure que vous aviez honte Ouais. de votre corps. Ouais. Vous le lui disiez, Oui. Michael? Et puis une fois, et ça me faisait mal parce que moi malgré ça, je l'aime toujours autant, j'aime toujours son corps. Je veux dire, elle m'attire toujours autant. Je veux dire, il n'y a pas de. Donc vous la désiriez autant, hein, appelons, Toujours autant. Non. Mais c'est vrai que moi, personnellement, je me sens pas. Je me sens. Ouais. Bon, j'ai un cancer, donc c'est bête, hein, mais j'ai peur de lui donner, en fait, quand on a. Vous savez que c'est pas contagieux, vous êtes au courant. Je le sais. D'accord. Non, ça, y a pas de souci. Mais je me sens pas moi dans mon corps. Du coup, j'ai peur. Je me dis, j'ai changé physiquement parce que j'ai énormément maigri. Je suis plus la même qu'avant. Donc, mais il l'a compris. Et non, lui, il me dit, non, j'ai autant de désirs qu'avant. Et moi, j'ai aussi autant de désirs qu'avant. Mais Alors, c'est juste un mot quand même là-dessus, parce qu'elle est très jeune, ils sont très jeunes, donc le désir est encore très présent Bien dans sûr. un couple jeune. Souvent, les femmes qui ont des cancers sont plus âgées. Elles sont de plus en plus jeunes, mais elles sont plus âgées en règle générale, oui. Ouais. Et donc déjà, ça intervient dans des couples où il y a moins de libido, où il y a moins de rapports. Donc ça reste, j'imagine que si vous avez cette spécialité de sexologie, c'est que c'est un vrai problème dans un couple. C'est un problème. Et pour moi, je trouve ça tellement essentiel. Parce que il y a un côté thérapeutique, psychiquement en tout cas, dans la mesure où se sentir encore séduisante dans le regard de l'homme que l'on aime, voilà, oui, c'est thérapeutique. On se ressent femme de nouveau. Et puis, encore une fois, que le geste se joint à la parole. Parce qu'un homme qui vous dit, pour moi, t'es toujours aussi belle, et puis qui part à 8h du soir et qui rentre le lendemain, on peut se poser la question. Bien sûr. Mais là, c'est pas le cas, vous voyez. Ah, ça, c'est pas le cas. Ça Ah, s'appelle pas un du Voilà, tout. donc ce qui est important, effectivement, c'est... Mais moi, je dis aux femmes, mais croyez-le quand il vous le dit et quand il vous le démontre.
croyez-le, faites confiance. Et parce que ça peut vous faire que du bien. Je parle même pas de la sexualité, tout, pénétration, coït, etc. Ne serait-ce que tendresse, être dans les bras d'un homme, être caressé, être touché. C'est tellement important dans des moments où le corps ne reçoit que violence. Parce que les traitements anticancéreux même les plus soft, sont tous violents. La chimio, la radiothérapie, la chirurgie, c'est violent. Un homme qui vous prend dans ses bras, qui vous caresse, qui vous dit que vous êtes belle et qui vous aime et qui a envie de vous, On se sent que mieux. on peut, ça fait partie de la thérapie, en tout cas Et psychologique. l'humour aussi. Ouais. Ouais, surtout Hein, aussi, ouais. l'humour. Ah ouais, faut toujours qu'elle ait le sourire. Si elle a pas le sourire, ça va pas. Ouais. Si elle a pas le sourire, moi je l'ai pas, les enfants ils l'ont pas. Donc non, si c'est pas moi qui donne le sourire, ça va être Maëlys ou ça va être le petit Malone, quoi. Ouais. Donc, non. Faut qu'elle sourie, il faut pas. Elle est tellement belle quand elle sourit qu'on peut pas. Non. En humour, c'est très important. Hein. L'humour, être positif, ça aussi, ça fait partie. Être positif sans être dans le déni, vous voyez, il faut quand même être réaliste. Mais effectivement, être positif, avoir des projets, parce que les projets, c'est la vie, c'est l'ouverture. Tout ça, c'est très important. Et l'humour, moi, je trouve que c'est... Enfin, moi, en consultation, j'utilise pas mal. Pas toujours, ça dépend qui est en face de moi. Je sens quand je peux y aller ou pas. Mais je trouve que c'est un très bon outil. Ouais, puis ça fait du bien. Et puis, il y a aussi cette idée de se confier. Alors, vous êtes son mari, son amant, son meilleur ami. Son confident. Son meilleur ami et sa meilleure amie, presque. Ouais. Il est les deux à la fois, j'ai l'impression. Ouais. Hein? C'est mon tout. Oh là là, ce Michael, quand même, il est C'est l'homme idéal. l'homme idéal. Faut pas le dire aussi, faut pas le dire. Donc, en plus de Michael, elle s'est confiée à un blog en constituant ce petit groupe avec ses amis pour confier son quotidien, etc. Ça aussi, c'est une bonne idée. Ah bah écoutez, moi de toute façon, je trouve que l'écriture, c'est thérapeutique parce que ça permet, d'abord, ça défoule. Et puis ça permet aussi de dire des choses on pourrait avoir du mal à verbaliser. Après, effectivement, ce qu'on reçoit des autres, ça peut être très encourageant, c'est très contenant, ça peut être coucoune. Enfin voilà, quelqu'un qui vous dit « mais je suis avec toi, je te soutiens », c'est toujours extrêmement agréable. Et puis, c'est aussi une manière de se protéger contre peut-être un entourage qui va être trop étouffant. Il y a des gens qui appellent tout le temps, qui veulent savoir, quand on est fatigué, on a peut-être envie d'être justement avec son mari tranquille. Donc le fait d'envoyer un petit mot. Tout à l'heure, elle disait qu'ils se sont constitués une bulle pour se protéger, tout ça, Voilà. pour recomposer leur force. Hein, et puis elle a fait ça en dehors. Hein, Voilà, c'est et ça donner des nouvelles comme ça, un petit peu Voilà. généralistes, pour dire voilà ce qui m'arrive aujourd'hui. Ça permet de donner des nouvelles. Et puis ça permet de recevoir des réponses, tout en se protégeant. Et ça, je crois que c'est pas mal. Ouais. Alors, votre regard sur ce témoignage aujourd'hui de Mélanie, est-ce que c'est important pour les autres? C'est un pied de nez à la maladie, finalement. Je peux dire un gros mot ou j'ai pas le droit? Oh, si, vous avez le droit. C'est fuck my cancer. Vous voyez, c'est un peu ça. En plus. Voilà, c'est ok, je me soigne, je suis malade, c'est compliqué, mais je vis. Ouais. Et ça, c'est tellement important. Et vous savez, je vais vous dire, avoir une maladie un petit peu compliquée comme un cancer, c'est la prise de conscience de sa mortalité. On est tous mortels, c'est clair. Simplement, quand on est en bonne santé, on le sait intellectuellement, on ne le sait pas forcément dans son corps, et puis on se dit, bon, c'est dans 100 ans. Quand on a une maladie un peu difficile, on le sait, on l'a intégré intellectuellement, et on le sait dans son corps. Et du coup, on voit la vie différemment, et on l'apprécie. Et les moments de bonheur, on sait ce que c'est. Et ça, c'est vraiment important. Donc, c'est aussi une manière, peut-être, de vivre mieux, plus intensément, d'aller à l'essentiel et de donner la priorité à des choses qui méritent la priorité. Complètement. C'est ça. Mélanie, c'est c'est ça. ce que Des vous choses disiez. futiles. Ouais. Hein Ouais. Ouais. Totalement. Ça vous a changé? Vous aussi, ça vous a transformé, Michael? Ouais. Franchement, je peux dire que ouais, parce que avant, voilà, c'était, je veux dire, les soucis du quotidien. Faut aller travailler, faut payer les factures. Il y a un moment, je suis tombé en période de chômage. Je veux dire, comment on fait pour nourrir la famille, tout ça. Maintenant, on a appris ça. Je veux dire, on prend la vie différemment. On vit au jour le jour. Et chaque moment passé avec nos enfants, nos beaux-parents, enfin mes beaux-parents, la famille, je veux dire, on en profite pleinement. C'est... Oh non, la vie, elle est tellement courte, on se rend compte maintenant que la vie, elle est tellement courte que
on se prend plus la tête pour des broutilles, j'ai envie de dire, quoi. Hein. C'est... Oh non, non, c'est... On s'épanouit dans n'importe quoi. Dans n'importe quoi, on est content, on est heureux. C'est une chance, entre guillemets, ouais. que... C'est... Ouais. C'est bête On à dire, mais savoure, moi, je pense. c'est- On ouais. On savoure. En fait, moi, c'est bête à dire, mais c'est comme une... C'est peut-être pas une chance, hein, c'est peut-être un gros mot, mais je veux dire... on a ouvert les yeux sur la vie, en fait. Ouais. Il a fallu qu'il nous arrive ça, pour... ouais. Bah, Pour qu'on se rende compte de conscience, certaines ouais, choses, c'est quoi. ça, en fait. C'est ça. Je connais un peu la réponse, mais quel regard vous portez? Je le vois, le regard que vous portez sur elle, mais comment vous l'avez trouvée dans ce combat? Comment vous la trouvez? Et là, je peux pas encore parler au passé, parce qu'il y a encore 14 Non, parce que justement, mois. il y a encore... Ouais. Elle est magnifique dans ce qu'elle fait, quoi, parce que c'est une battante. Je l'ai toujours connue comme ça. Donc pour moi, ça me surprend pas. Ça me surprend pas du tout, parce que justement, c'est dans sa personnalité. Et moi, je suis admiratif de ça, parce que justement, je me dis, est-ce que moi, j'aurais été capable de réagir comme elle aurait réagi? Parce que voilà, on est tous, on se dit, on est comme ci, on est comme ça, mais en fait... Oui, mais enfin, elle nous disait tout à l'heure, tant Mélanie, que- qu'elle s'est surprise, elle aussi, Ouais. dans ce combat. Elle n'imaginait pas qu'elle aurait autant de force. Non, non, mais c'est la force, c'est notre force, hein, c'est la famille, c'est... Voilà, c'est... Et l'avenir, vous l'envisagez comment, Michael? Bah, toujours avec autant d'amour, avec autant de... Ouais, Ce qu'on peut nous souhaiter, bah, c'est Notre ça, vie, elle est c'est- belle. C'est continuer à s'aimer autant qu'on s'aime et... À être autant- Voilà. Et qu'on vive le plus longtemps possible. Eh ben, écoutez, on vous le souhaite. En tout cas, vous êtes très émouvants, très touchants tous les deux. Merci. Vous nous avez donné une réelle leçon de courage et de philosophie aussi, parce que c'est important de vous écouter dire à quel point votre vision de la vie a changé depuis que vous avez été confronté à ce risque potentiel de mort, hein, dans un autre genre, dans un autre style. Nos dénicheuses, elles se battent notamment pour dénicher plein d'initiatives et de personnalités qui rendent meilleur le quotidien. Et je pense que ça va vous intéresser, Mélanie, parce que on va parler justement d'initiatives qui vont, je pense, peut-être vous apprendre des choses en matière d'association, en matière de petites astuces. J'imagine que vous en connaissez déjà pas mal, hein. On va redonner peut-être, Catherine, le nom de l'association dont vous êtes la vice-présidente. Alors, c'est Étincelle Île-de-France, Rester femme avec un cancer. Voilà. Et on est une association qui offre des soins de support, donc complémentaires au traitement classique, aux femmes. C'est totalement gratuit pour les femmes, bien sûr, aux femmes atteintes d'un cancer. Les voilà, nos dénicheuses aujourd'hui. Émilie, bonjour Émilie, Charlotte et Anaïs. Bonjour. Voilà, Anaïs, c'est la poète, hein, celle qui regarde la vie avec poésie. Et là, vous allez nous parler de l'après-cancer et d'une association vraiment très intéressante. Pourquoi? Parce que les femmes qui sont en rémission, pour elles, c'est une période qui est aussi difficile et elle est peu prise en charge, peu considérée. Mais il existe une association, justement, qui a décidé d'accompagner ces femmes dans cette étape de leur vie. Ouais. Charlotte, elle aime bien aller sur Internet pour trouver des astuces. Et alors là, c'est plein de petits conseils en matière de féminité. Tout à fait. En fait, moi, je vais vous parler d'une jeune fille qui a eu un cancer très jeune, comme vous, Mélanie, et qui, du coup, quand elle a été en rémission, elle a créé un blog pour partager son expérience et ses astuces pour, en fait, rester jolie malgré la maladie et malgré surtout les traitements, enfin, les réactions dues aux nombreux traitements. Ouais. Donc, Et puis Émilie, elle se bat pour une société meilleure. Exactement. Et alors aujourd'hui, quand on est atteint d'un cancer, eh bien, il y a des difficultés pour travailler, il y a des difficultés pour emprunter puisque les banques ne prêtent pas, et il y a donc des difficultés aussi pour s'assurer puisque quand on est malade, on n'est pas assuré. Eh bien, il y a une femme qui se bat tous les jours pour ça. Elle s'appelle Nathalie Savario. Elle a été malade elle-même? Exactement. Elle est ici avec ses amis. Elle a fondé une association qui s'appelle Life is Rose, la vie est rose, qui lutte contre la précarité sociale pour les malades atteints du cancer. Alors, je vous explique son parcours. En 2012, elle a 35 ans et elle apprend qu'elle a un cancer du sein. C'est une maman solo. Elle va donc affronter sa maladie seule, entourée de quelques amis. Elle est notaire, elle travaille, c'est une profession libérale, et donc si elle ne va pas travailler tous les jours, eh bien,
elle ne peut pas manger à la fin du mois et elle ne peut pas éduquer correctement sa fille. Et puis dire que la maladie, elle est prise à 100% en charge, etc. Il faut arrêter de faire croire ça. C'est-à-dire qu'il y a une vraie précarité, il y a une vraie perte. Et si vous n'allez pas au travail, eh bien, vous perdez une partie de votre salaire. Dans votre cas, Mélanie, c'est pas pris à 100%. Ma maladie est prise à 100%, mais il y a, si j'aurais dû avoir une intervention, comment on appelle ça? Les frais d'honoraires. Les dépassements. Les dépassements d'honoraires, c'est nous qu'on doit les payer. Hein. Oui, parce que ça dépend aussi de votre assurance. Voilà. Si vous êtes mal assuré, ce qui était aussi le cas de Nathalie Savario, alors qu'elle est notaire et qu'on peut partir du principe qu'elle fait partie des privilégiés, eh bien, si vous êtes mal assuré, eh bien, vous sombrez petit à petit dans la précarité. Et vraiment, si vous n'avez pas des économies, si vous n'êtes pas aidé par votre entourage, etc., très très rapidement, vous pouvez vous retrouver à la rue. Alors, ça marche comment? Parce qu'il faut des sous. Évidemment. Pour pouvoir aider les autres. Comment elle recueille des dons? Comment ça se passe? Alors, chaque année, elle recueille des dons. Ils ont un budget donc, de 100 000 euros. Il y a 25 bénévoles dans l'association qui aident quotidiennement les malades. Alors, la question, c'est comment est-ce qu'ils les aident exactement. Alors, il y a vraiment 3 chevaux de bataille. Le premier, c'est créer des outils. Donc, elles ont créé une assurance qui s'appelle Assurose, qui aide les femmes atteintes d'un cancer du sein à s'assurer. S'assurer, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut emprunter. À partir du moment où vous avez une assurance, vous pouvez aller voir la banque et lui dire « je suis assurée » et la banque va vous permettre d'avoir un emprunt. 70 femmes y ont déjà souscrit depuis début 2016 et le prix de cette assurance est un prix juste et l'assurance, elle est adaptée à la pathologie. Voilà. Ça parce que souvent en fait on peut s'assurer mais c'est juste que c'est beaucoup plus cher. Alors quand vous dites un prix juste, c'est un prix qui s'adapte en fonction des revenus de la patiente? En fonction du revenu et aussi en fonction de la maladie et de l'emprunt et de ce pourquoi est-ce qu'elle veut être assurée. Donc c'est vraiment du sur-mesure. Donc ça c'est la première chose. Ensuite, l'assurance. Ensuite, quand on est malade, on a un parcours du combattant administratif à vivre. Eh bien, sur le site d'Assurose, il y a des fiches parcours qui guident en fait le patient, le malade, dans son parcours administratif. Et ces fiches, elles ont été rédigées par des patients et elles sont ensuite validées par des experts. Donc, vous ne pouvez pas être au plus près de la réalité. Donc ça, vous pouvez les consulter quotidiennement sur le site de Life is Rose. Et ensuite, le dernier atout de cette association, c'est l'aide financière, qui est un peu le nerf de la guerre. Et c'est très simple. Vous remplissez un dossier social que vous obtenez sur le site de Life is Rose. Ils examinent votre dossier. Sous 3 jours, ils vous donnent une réponse. Et ensuite... Il y a quoi? Il y a un comité dans l'association? Oui. Il y a 25 bénévoles qui évaluent en fait votre dossier. Il y a une vraie sélection, parce que c'est pas de l'argent. D'ailleurs, on vous donne pas l'argent directement à vous. On le donne au créancier, c'est-à-dire qu'on va payer votre facture, on va répondre à votre besoin. Et en moyenne, c'est aux alentours de 600 euros. Vous en pensez quoi de cette association? Vous en avez entendu parler? J'ai pas entendu parler, non, mais je vais aller... super, je vais rentrer à la maison, je vais aller jeter un œil. Parce que franchement, c'est super. Et comment ils récoltent des fonds alors? Qui donne? Alors, les entreprises, évidemment, il y a des grands donateurs. Et puis aussi, les particuliers peuvent donner. Ils fonctionnent donc avec un budget de 100 000 euros par an. Et puis alors, ça a l'air très féminin parce que voilà, c'est rose, ça s'appelle Life is Rose, mais tout le monde est vraiment concerné. Les hommes peuvent se faire aider, les familles peuvent se faire aider, les femmes peuvent se faire aider. C'est vraiment... Les enfants. C'est vraiment l'ensemble des pathologies cancéreuses qui sont traitées et épaulées et accompagnées par cette association. Et surtout, ce qui est vraiment intéressant, c'est que cette femme, elle se bat aussi sur le plan légal pour essayer de faire émerger un statut de malade du cancer, au même titre qu'aujourd'hui, il y a un statut handicapé. Il faudrait qu'il y ait un statut malade du cancer, parce qu'aujourd'hui, le cancer, c'est quand même 1,9 million de personnes en France qui sont concernées par cette pathologie. Les chiffres ne sont pas en régression, au contraire. Et même si aujourd'hui, on les soigne mieux, cette réalité, elle existe et ça crée vraiment des changements radicaux dans les vies. Des couples qui explosent, des enfants qui sont retirés à leurs parents, des situations d'endettement
lourdes qui arrivent très rapidement parce que quand on est atteint de cette maladie, et c'est pas moi qui vais vous l'apprendre, on est focus sur la maladie. Donc tout l'aspect du quotidien n'existe plus. Donc si on veut aider, nous particuliers, on peut faire des dons à cette association. Exactement, vous pouvez faire des dons à cette association. Vous pouvez aussi aller liker tout simplement la page sur les réseaux sociaux parce que c'est aussi ça la solidarité. C'est envoyer un petit mot en disant ce que vous faites, c'est formidable, c'est génial, on vous soutient et on vous aime pour ce que vous faites. Et puis sinon, si par exemple vous avez envie d'agir et puis de faire connaître cette association, vous par exemple vous apprenez aujourd'hui qu'elle existe et peut-être que ça vous aurait servi il y a un mois, qui sait, eh bien vous pouvez commander des flyers à l'association qui informent donc du but de Life is Rose et ensuite vous pouvez les déposer chez vos commerçants. Et ça, c'est intelligent parce que ça fait passer l'information, parce que souvent, ces associations, elles agissent dans l'ombre et elles ne sont pas suffisamment mises en lumière et pourtant, elles agissent et elles sont extrêmement efficaces. Super, en tout cas, super idée. Ah, mais je la connais, l'association, elle est formidable. Et Nathalie, elle est punchy, elle est géniale, incroyable. Ouais. C'est formidable ce qu'ils font. Alors, on va parler de l'après-cancer avec Anaïs. Et là encore, une superbe initiative. Ouais. C'est Christine Janin qui est à l'origine de ça? Voilà, exactement. Figure-toi que moi, je l'avais croisée au sommet du Mont Blanc. C'est-à-dire que là, nous, on avait mis 2 jours pour faire l'ascension du Mont Blanc. Elle en faisait 3 dans la journée. Donc elle est très belle. Vous allez voir dans le reportage. En fait, effectivement, après les traitements lourds qui font partie d'un parcours de soins extrêmement balisé, les femmes qui sont en rémission se retrouvent souvent livrées à elles-mêmes. Donc avec une expérience douloureuse à assimiler, un corps abîmé, des effets secondaires et surtout, ce que m'expliquait Christine Janin, un entourage qui pense que la vie quotidienne peut reprendre son cours. Et ce n'est pas le cas. Il y a un avant et un après-cancer. Et ce constat, eh bien, il a incité Christine Janin, qui est alpiniste et médecin d'expédition, a créé son association qui s'appelle « À chacun son Everest » et qui accompagne des femmes en rémission dans leur guérison. Cet accompagnement, il prend la forme d'un stage qui dure 6 jours, qui allie activités sportives et activités plus douces, type yoga, méditation. Et donc moi j'ai suivi Christine pendant 2 jours lors d'un stage et moi j'ai trouvé l'expérience bouleversante. Donc ça se passe où? Ça se passe à Chamonix. Voilà. On va regarder alors. La montagne, ça a été toujours une passion pour moi depuis toute petite. Cette passion, elle m'a emmenée sur le plus haut sommet du monde, l'Everest, 8848 mètres. J'étais médecin d'expédition. C'était il y a 26 ans. Après cet exploit, c'est là qu'on m'a demandé d'aller à l'hôpital, raconter mes voyages aux enfants. Et de là est née quelque part cette idée de faire ce parallèle montagne-maladie et de les accompagner dans leur marche vers leur guérison. En 2011, j'ai décidé d'aller un petit peu plus loin. Bonjour mesdames. Et qu'est-ce qu'on fait? Escalade. Vous êtes contente? Oui. J'ai décidé d'accompagner des femmes en rémission d'un cancer du sein pour elles aussi les aider dans cet après-cancer, leur redonner une confiance en elles, le sourire, retrouver leur âme d'enfant, l'envie de vivre. Pour l'instant, tu bouges pas. Tu prends celle-là. On le fait ensemble. 1, 2, 3, 4. Alors, t'es pas obligé de... Hein? On se détend, tout va bien. Après ces maladies, après les cancers, il y a eu de la chimio. Maintenant, il y a de l'hormonothérapie. Il y a des choses très lourdes. Le corps, il est épuisé. Le sport, ça aide à guérir. Ça aide à pas retomber malade. Et ça aide aussi à retrouver des sensations de plaisir. Vas-y, Stéphanie. Bien. C'est chaud cacahuète. Hein. Monte sur cette jambe droite, voilà. Monte tout de suite sur la gauche. Voilà. Tu bouges pas, tu la laisses s'installer. Il y a un coup de panique là. Il y a un coup de panique là. Respire bien, tranquille. Joli. Monte bien dessus. Voilà, tranquille, les petits pas. Voilà, super. Tape là. Bravo, super. C'était haut. C'est haut. Bah oui, mais tu l'as fait. Et tu as vu que...
Je pense que la problématique de la femme, en général, et surtout celle qui a eu un cancer du sein, c'est qu'elle est toujours forte. Elle protège tout le monde, elle veut faire bonne figure. Et quand elle va arriver ici, tout d'un coup, on le sent, enfin, je peux pleurer. J'ai le droit d'être faible, de me poser et de lâcher prise. Pousse-toi, tends les jambes, ouais. Et hop là. Bravo, super. J'avais dit quand je commencerai, je m'arrêterai pas de pleurer. Quelque part, c'est un peu un sas de décompression pour leur permettre un envol et leur redonner une énergie. Allez. Suivante les filles. Je n'ai pas de baguette magique, je ne vais pas les guérir. Je vais les aider justement à accepter ce qu'elles ont vécu comme une étape de vie et à leur permettre d'en faire quelque chose. Ok, tu peux y aller. Vous faites des petits pas délicats sur le béton, hein? On va vraiment en profiter, on va être en pleine conscience d'être là, de trouver vraiment le rythme dans lequel tout d'un coup vous pensez plus que vous marchez, vous respirez bien. Mettez de l'air dans votre poumon. Allez, c'est parti. À travers une randonnée, on va faire symboliquement un sommet qui sera l'Or Everest et c'est très important. Allez, les petits lapins. Mes petits lapinous. Respirez bien, hein? Ok. Ah, c'est beau, c'est beau. C'est magnifique. Oh, on est monté à 1300. Cool. Et ça a été la balade, là, comme ça, le rythme? Le rythme, oui. Et physique? Physique, les petites douleurs articulaires. Oui, ça sent, moi je sens un peu dans les genoux. Bon, ben voilà, c'est des petits rappels d'hormonothérapie, mais bon, le fait d'être là, pousser un peu la machine, je pense que... Et puis voilà, le fait d'être ensemble, hein, c'est... Ça, c'est super important. Et puis là, on a une dynamique de groupe, je trouve. Un moteur, ça n'a pas de prix, quoi. Ça n'a pas de prix. Voilà, là, tu sens l'air qui rentre dans les poumons et... Être là, ouais. être là. Être là. Ah, ouais. Être là, c'est magique. Magnifique. Ouais. Tout ce que je leur offre, je le reçois au quintuple parce qu'elles nous donnent beaucoup et c'est des beaux cadeaux de vie. Ok, allez, on y va. 1, 2, 3, ouais. Mélanie, je regarde ça avec des yeux quoi? Vous vous dites quoi? Que ça vous plairait? Ouais. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette idée? La marche comme ça, dans les montagnes, respirer. Vous le faites, vous, ça? Ouais, je marche Pensez beaucoup. un peu à vous physiquement en vous offrant ce genre de moment? Bah, je pouvais Pour pas vous trop avant. Maintenant, je compte prendre du temps pour moi. Parce que j'ai pas eu le temps avant avec tous les traitements, toutes les semaines. Le même quotidien, maintenant, s'est étalé. Donc, je vais prendre beaucoup plus de temps pour moi. Pour moi. Et l'idée de la force et l'énergie du groupe, Ouais. ça vous parle? Ouais. Mais après, c'est ça. Après, entre malades, entre guillemets, Ouais. on est soudés, on se comprend parce que on a vécu les mêmes choses, on a le même mal-être. La dame, elle disait, j'ai mal dans les articulations. Ouais, c'est vrai. Même à force de marcher, on a mal à ses jambes, on a mal. Je porte mon bébé, j'ai mal dans mes bras, j'ai mal aux articulations. Pourtant, j'ai que 32 ans. Mais j'ai mal. Mais c'est super de voir ça. C'est génial. On a eu de l'espoir. Ouais. Comment on peut participer, aider? De quoi vit cette association? Et il faut envoyer des dons. Ouais, c'est ça. Voilà, parce que cette association ne vit que des dons et chaque séjour est pris en stage totalement. Pris en charge, c'est-à-dire que tout est payé. Tout est payé. Mais Christine Janin déploie une énergie folle pour trouver des dons et faire vivre cette association depuis 1994. Il y a combien de services hospitaliers partenaires? 23, dont certains à Paris, à Annecy, à Grenoble, etc. Et ce sont les médecins eux-mêmes qui prescrivent les séjours? Donc ce sont les médecins qui suggèrent et qui prescrivent ces séjours. Mais souvent, ce que me disaient certaines femmes, c'est qu'au début, elles n'ont pas envie parce qu'elles se disent
la maladie est finie, j'ai pas envie de me retrouver encore avec d'autres femmes malades. Et c'est le contraire qui se passe, ça leur fait du bien parce que justement, elles se sentent comprises. Elle disait tout à l'heure, l'une de ces femmes dans le reportage, que c'est aussi l'occasion alors de se dépasser physiquement, mais de pouvoir aussi se lâcher, craquer, pleurer, se confier aux autres. Craquer ailleurs, oui. Craquer ailleurs. Voilà, fait. c'est ça que je voudrais Tout à fait d'accord. lui dire, de lui faire passer comme message. Moi, je craque. Enfin, ça m'arrive quand je vais en chimio, je veux y aller tout seul parce que je sais que pendant ces 4 heures-là, je vais me lâcher. Je vais être toute seule dans ma chambre et je vais pleurer, je vais pleurer, je vais pleurer. Donc d'accord, vous craquez ailleurs. Je craque, mais je craque pas à ma maison. Non. Non. Mais ce qui est intéressant mais aussi, c'est vraiment l'avant et l'après. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre parce que les gens, ils ont l'impression effectivement que quand vous avez eu un cancer, bon, que vous soyez en rémission ou pas, la vie continue. C'est-à-dire que eux, ils entendent cette mauvaise nouvelle une fois et après, la vie continue. Mais tout est chamboulé. Donc, il y a des femmes qui vont complètement changer, d'autres qui vont devenir... vont aller au bout de leurs envies. Exactement. Leur mari. Au début de l'annonce, c'est ce qu'il me disait. Il me dit, tu vas changer, tu vas changer, tu vas changer. Mais pourquoi je vais changer? Il me dit, tu vas changer. Vous avez changé, Mélanie, oui, c'est ce que vous avez dit. Lui, il pensait que j'allais changer. Ben voilà, que j'allais me refaire une jeunesse et que j'allais partir à l'aventure. Dans sa tête, c'était ça. Qui vont pas dans sa vie, mais quand tout va bien, il n'y a pas de raison. Bah voilà, c'est ce que changer tout va bien quand même. C'est ce que je lui disais. Je dis, mais je suis bien avec toi, je suis bien chez moi, donc non, pourquoi... Bah, tu sais, quand c'est comme ça, t'apprends tellement de choses, il y a tellement de choses qui sont remises en question que même l'amour que t'as pour ton mari, il peut être remis en question aussi, tu vois. Bah non. Mais non. Mais on est la preuve que non. Et elle vous aime. Alors donc là pareil, on va mettre le nom de l'association sur le site de 1001 Vies et si vous êtes touché par ce reportage, les dons sont les bienvenus. Ouais. La vie au quotidien, rester féminine, c'est une préoccupation, on l'a vu. Donc c'est ce genre de petits conseils que tu vas aller glaner. Ben justement, moi, la personne dont je vais vous parler, elle fait des tutos, donc des petites vidéos pour justement apprendre à nouer un foulard ou apprendre à maquiller ses sourcils. Voilà. Du coup, en fait, je vais vous parler de Charlotte, donc une trentenaire qui a découvert qu'elle avait un cancer des ovaires à 27 ans. Ça a été un périple un peu compliqué parce que, voilà Charlotte. Parce qu'en fait, elle a fait plusieurs allers-retours et beaucoup de consultations à l'hôpital avant qu'on lui diagnostique. C'est-à-dire qu'il a fallu 3 ans avant qu'on lui diagnostique son cancer. Avant, on l'a renvoyée chez elle avec de l'ibuprofène et du repos. Ah ouais. Et ça s'est terminé aux urgences et ça s'est terminé un peu mal puisque aujourd'hui, elle ne pourra plus avoir d'enfant. On lui a fait une cicatrice de 33 cm verticalement et elle a plus grand-chose de féminin. Donc ça a été très dur. Mais Charlotte, c'est une battante, c'est une combattante et pendant 1 an et demi, elle s'est battue contre la maladie et elle a eu des chimios, des opérations. Et quand elle a été en rémission, elle a eu vraiment envie de partager son expérience. Donc elle a créé un blog pour donner toutes ses astuces, tout ce qui lui a servi à elle pour vivre cette épreuve. Et en fait, elle a eu des super retours de tous les gens qui lisait son blog en lui disant « Tu peux pas imaginer comme tes conseils m'ont servi, comme ils m'ont été précieux. » Et ça lui a donné envie de créer des kits pour justement aider les personnes malades à, comme elle, en fait, en mettant tous les essentiels à l'intérieur qui lui ont servi à elle, à mieux appréhender tous les désagréments qu'il y a autour des traitements. Donc la perte des cheveux, la perte des sourcils, la sécheresse cutanée. Vous êtes allé glaner, j'imagine, pendant votre traitement, ce genre de petits conseils? Complètement. Quand j'ai vu déjà les cheveux commencer à tomber, j'ai habitué tout le monde, même moi, à mettre le foulard. Donc j'avais encore des cheveux, mais j'ai commencé. Je m'en sortais pas. Je m'en sortais pas avec... Donc j'ai été pianotée et j'ai vu plein de blogs en fait génial, où on explique. Et quand je vois toutes ces jeunes, parce que ce sont des jeunes qui font leur blog avec plein de conseils, même les sourcils, allez redessiner vos sourcils.
le maquillage, aller refaire pour les cils. Ouais, Et tout à l'heure, il y a l'une de nos maquilleuses qui nous parlait de jeunes femmes qui avaient créé des foulards avec des franges. Avec des franges. Ça s'appelle frangine aussi. Oui, C'est une bonne idée, ah, ça. oui. Donc, ça avec des donne- cheveux, avec des mèches. franges collées au foulard. Au bonnet aussi, j'ai vu ça. Bonnet, Justement, il y a tout ça salon dans les cancer esthétique, bonnet avec des petits cheveux qui dépassent du bonnet. Voilà. Et Et des charpes à sortir. heureusement qu'il y a tout ça parce que je me suis pas sentie paumée parce que non, il y avait toutes ces petites aides, tous ces petits conseils. Donc voilà, elle a fait comme vous, elle a écrit son journal effectivement en donnant son ressenti, sauf que donc elle est allée plus loin et donc du coup elle a rassemblé tout ça dans des kits. Donc il y a 4 kits. Il y a un kit comme celui-ci, cheveux et sourcils. Il y a un kit main-corps. Et alors qu'est-ce qu'on trouve par exemple dans l'un Alors des voilà, kits? donc par Vous exemple n'êtes pas fait dans les le kit 4, cheveux et sourcils. Ouais. Voilà, c'est une petite boîte qui se présente comme ça. C'est génial en plus le Ouais, le design, packaging, c'est elle super s'est joli. entourée avec une illustratrice qui fait des petits dessins. Vous avez un petit livret qui rassemble toutes les astuces et tous les produits. En fait, elle vous explique pourquoi elle a choisi ces produits-là précisément. Donc, ce sont des produits spécifiques, effectivement. Et du coup, quand on commande cette boîte, on a du coup à la maison Donc, on la des commande produits sur Internet adaptés. Oui, on la commande sur Internet. Donc, Ça par coûte exemple, combien pour le kit sourcils et cheveux, vous avez donc de l'huile de ricin, connue pour ses propriétés justement pour renforcer les poils. Vous avez un produit magique pour la repousse des cils et des sourcils qu'on applique, qui fait repousser et qui gaine les poils, qui les fortifie. Il y a un kit pour dessiner les sourcils aussi. Et là, donc, regardez, dans un petit sachet. Alors tout est vraiment super joli. Justement, un petit foulard. Du coup, je vous montre. Alors elle dit par exemple qu'elle a choisi Ça, le c'est gris bien parce pour que les le gris, débutantes. Hein, quand on ne sait pas encore bien nouer. Et elle met aussi des clés USB justement qui rassemblent donc tous ces tutos, donc toutes les vidéos pratiques pour savoir comment bien mettre un foulard, comment le nouer tous les jours différemment. Et ça coûte combien alors? Alors ça coûte entre 50 et 60 euros le Ils ont coffret. tous des prix différents les coffrets? Non, il y en a un qui est plus cher parce qu'il y a des produits plus chers à l'intérieur, mais en moyenne c'est 50 euros. Elle fait aussi donc ses suites. Là c'est Together Stronger, donc ensemble plus fort, qui sont à 65 euros. Il y a 5 euros reversés pour la lutte contre le cancer. Et des petits tote bags avec Never Give Up, donc ne jamais baisser les bras. Elle en a fait son activité aujourd'hui? Elle en a fait son activité. Donc elle a donné du sens à sa maladie. Tout à fait. Elle a toujours son blog, il existe toujours. Et voilà, elle a créé un site internet où on peut retrouver toutes ces box. Super. Et je vais vous donner, vous l'offrir si vous voulez, le cheveu et Oh, sourcils. c'est bien gentil, merci beaucoup. Merci à beaucoup. C'est super ces initiatives, non? Qu'est-ce qu'on a pensé? C'est super. Génial. C'est que du bonheur et merci on n'est pas tout à seul. toutes les trois. Merci à C'est vous génial deux. d'entendre Mélanie dire c'est que du bonheur alors qu'elle est en train de lutter contre la maladie. Je trouve que c'est vraiment admirable d'entendre ça et c'est vraiment un message qui nous pousse, nous, à être solidaires et à nous engager dans ces associations parce que le cancer, on est tous concernés. Tout à fait. Voilà, une jolie conclusion à cette émission. Michael disait même que cette épreuve les avait fait grandir, les avait encore rapprochés et leur avait permis de se découvrir des forces nouvelles. On vous souhaite bon courage, on vous souhaite plein de bonheur pour l'avenir et puis de vaincre définitivement cette maladie où il y a encore 14 mois un peu difficiles à passer. Puis on vous souhaite de vous en sortir. Voilà. Merci d'être venu. Merci à vous toutes. Merci d'être venu nous voir et puis encore une fois, merci pour ce témoignage qui aidera beaucoup de personnes. Merci à vous tous et bravo pour toutes ces initiatives et bravo pour ce combat. Merci, bon après-midi. Si vous aimez les belles rencontres, lundi vous serez surpris et touché par les récits de ces deux femmes qui ont découvert sur le tard qu'elles avaient une famille cachée. Un passé entouré de secrets dans lequel Josiane et Annie ont dû se plonger pour découvrir qui elles étaient vraiment. Une introspection qui conduira Josiane au-delà des frontières sur les traces de son père biologique. Tandis qu'Annie, longtemps considérée comme une enfant illégitime et abandonnée, découvrira, à près de 30 ans, une fratrie de 5 frères et sœurs. Une petite camarade dans la cour de l'école m'a appelée fille de Boche. Alors donc j'ai interrogé ma mère, elle m'a entraînée dans la cour pour me dire « ton père c'est un soldat allemand ». À partir de là, je me suis sentie à l'écart. Je reçois un coup de fil, elle me dit « voilà, vous avez une sœur ».
Je dis oui, j'ai une sœur, oui, j'ai Marie-Cécile, oui. Elle me dit, mais vous en avez une autre. Donc là, je prends le taureau par les cornes, il faut que j'aille voir ma mère. Et je lui dis, est-ce qu'il y en a d'autres? Vous avez qu'à chercher. Je dis, si c'est comme ça, on va chercher.